Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Thibaut et j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Alors j'espère qu'aujourd'hui il fait beau chez vous parce que chez nous il fait complètement pourri. Ah oui, oui, Michael, cette musique d'ascenseur, effectivement, c'est le premier jingle, le temps de lancer l'émission, le temps qu'on arrive tout simplement, qu'on se mette en piste. J'espère que vous allez bien, amis bubbleurs, amis bubbleuses. Aujourd'hui, un programme qui va être assez intense. Alors, de fur et à mesure, vous allez me voir, alors on fera l'annonce avec Victor de manière officielle. On est en train de reprendre un petit peu, il y a une restructuration et il y a plein de choses qui vont se passer. Et j'ai deux, trois choses à vous annoncer. Alors, bien entendu, c'est une information qu'on va pas annoncer sur les réseaux pour l'instant, mais je pense que c'est important que vous le sachiez. Otto va lever des fonds et ce sera d'ici la fin d'année ou, enfin en tout cas entre décembre et janvier. Et pour ça, justement, on a vraiment envie de faire participer la communauté. Donc, on mettra en place des choses pour que justement les gens puissent participer à cette levée aussi. Et ce qui veut dire aussi qu'on est en train de refondre tout. On est en train de refondre les offres. On est en train de refondre potentiellement les bootcamps que vous avez vus. Vous allez voir qu'il y aura pas mal de choses qu'on va vous annoncer, notamment sur la longueur des bootcamps, qu'est-ce qu'il y aura dedans. Il y aura des nouvelles formations, des choses assez larges. Alors, on reste toujours concentré, on ne change pas notre ADN. On a toujours pour volonté de rester sur de l'application no code, c'est-à-dire Bubble, Adalo, voire même d'autres outils, mais en tout cas d'avoir encore plus de perfectionnement. L'autre but, c'est d'accélérer notre croissance, d'être en France et à l'étranger, et aussi de pouvoir avoir des programmes pour commencer, pour continuer. Donc, commencer à démarrer en Bubble, continuer à se former quand on a effectivement un projet, et finalement devenir professionnel quand on est freelance ou quand on veut aller dans un métier. Vous le voyez en ce moment, il y a pas mal de programmes qui sont en train de se lancer, c'est hyper intéressant, on voit que le marché bouge. On n'est pas sur un marché de tendance, on n'est plus sur un marché de tendance, le no-code n'est pas gadget. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a un avenir et cet avenir, il est certain pour la création d'applications sans code. Et demain, personnellement, je pense que des matières comme Notion et Airtable deviendront quasiment un remplacement des suites bureautiques qui existent aujourd'hui comme Word, Excel ou Google Sheets. Allez, on passe à l'actualité de la semaine, notamment, attention, hop, coup de Trafalgar pour retrouver un petit peu le flux. Ouais, c'est bon, actualité Bubble. Ah non, j'ai appuyé beaucoup trop vite. Donc, ce que je vous disais, en ce moment, c'est, on a une nocturne qui va commencer, on fait les petits points sur Auto. Le bootcamp de Noël arrive à grands pas, ça commence le 6 décembre et ça va aller jusqu'à 24 décembre, c'est-à-dire qu'on va être la journée de Noël ensemble, on fera le démo day le jour de Noël. Alors, à votre avis, est-ce que Noël, c'est le 24 ou le 25? Moi, personnellement, je pense que c'est le 24 au soir, mais certaines personnes me disent que c'est le 25. Bon, voilà, à vous de me dire ce qu'il en est. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je considère, c'est que ce bootcamp va être le dernier de Noël, le dernier qu'on peut voir comme quelque chose qui va boucler l'année, et c'est le dernier format qu'on aura sous ce format-là. Ça va être aussi la dernière fois qu'il y aura ce prix-là. Donc, je vous rappelle, CPF, OPCO, paiement en fonds propres en 3 à 4 fois. Et il y aura beaucoup de changements par rapport à ça. Donc, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à vous inscrire. Je remettrai les liens, si nécessaire, directement en bas de la vidéo. Aussi, en ce moment, on est super fiers. On travaille sur les FADA du no-code. C'est-à-dire que c'est un programme qui est sorti 100% féminin, qui s'est lancé en parallèle sur Nice et Marseille. Donc, c'est 10 femmes par ville qui sont lancées pendant un mois de formation, donc une première semaine en présentiel et 3 semaines pour créer son projet. Et bien entendu, il y aura les résultats en janvier. J'ai hâte de vous montrer ça, mais en tout cas, les résultats sont déjà assez ouf. Et ce qui est très, très cool, c'est que, bah, en fait, c'est un programme pour l'inclusion féminine. Et on a la même chose avec Paris Code, des no-codeuses, qui est un programme qu'on fait avec Contournement. Salut les copains, on fait un programme no-code plus code, donc 3 semaines de contournement, 3 semaines de auto pour apprendre à utiliser Bubble, et 6 mois de code et 6 mois de stage ensuite pour finalement ressortir soit dans des métiers liés au no-code, donc plutôt côté freelance, des métiers recrutés sur expertise no-code, soit effectivement développeur web junior. On est hyper excités parce que ça va être un programme d'un nouveau genre. Et ça va permettre aussi de donner pas mal de vision à des projets no-code, surtout qui sont financés par les régions et donc qui permettent l'insertion dans l'emploi. C'est un programme 100% féminin pour les femmes sur Paris. Donc, bien sûr, ne rentrez pas dedans si vous n'êtes pas une femme, tout simplement. Voilà. Enfin, on va aller sur le côté quelques startups à l'honneur. Alors, des choses intéressantes dont je voulais vous parler. Je vais vous ressortir la petite présentation. J'ai fait une présentation sur comment vivre du no-code et je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous en ce moment. Attendez, bougez pas, je vérifie juste que le son est bon. Ouais, c'est bon, le son est bon. On a fait en ce moment pas mal de formations sur le no-code
et dans les conférences qu'on fait, il y a surtout un sujet qui est assez récurrent, c'est comment on fait pour vivre du no-code, est-ce que le no-code a une opportunité au niveau des séries, c'est-à-dire est-ce qu'on peut lever de l'argent avec du no-code? Et du coup, pour faire cette conférence, je suis allé me renseigner et je voulais vous montrer deux, trois boîtes qui sont assez intéressantes dans leur façon de faire, puisque, un, elles sont totalement sans code. Deux, elles ont potentiellement, soit elles gagnent de l'argent, soit elles vont lever de l'argent ou ont levé de l'argent. Et surtout, elles ont des histoires assez intéressantes et je voulais vous partager ça rapidement. Alors, on va faire le petit partage d'écran. Alors, c'est la slide que j'ai présentée, hein, c'est exactement la même chose. Hop, voilà. Très intéressant ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Campsider. Alors, Campsider, c'est une application qui est faite en Bubble. C'est une place de marché communautaire. Et ce qui est intéressant, et ce que je ne savais pas, donc la plupart des gens en général sur ce forum connaissent Campsider. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une application lancée par des étudiants entrepreneurs, des étudiants pépites. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui ont fait ça. Et pour ceux qui regardent effectivement et qui connaissent un peu Campsider, c'est assez impressionnant parce que bien, en fait, c'est pas un site où, de prime abord, on se dirait c'est fait avec du Bubble. Très souvent, on a tendance à se dire, ouais, c'est un e-commerce, etc. En fait, c'est full Bubble. Il y a vraiment des impératifs techniques qui étaient très importants. Ça a été fait par des personnes ayant le statut pépite. Donc, et c'est hyper intéressant de voir qu'on peut totalement faire, et c'est légitime de faire son application Bubble, même quand on est étudiant. Donc, ça, très, très cool. Deuxième boîte que j'ai vue qui était très intéressant, c'est Cure. Bah, pour ceux qui connaissent, Cure, c'est 1,8 million d'euros pour s'exporter en Europe. C'est une startup spécialisée dans la création de compléments alimentaires personnalisés. Cure, c'est full bubble aussi, notamment avec leur formulaire qui permet de personnaliser les éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ça a été une des boîtes aussi françaises et qui est assez valorisée par Bubble justement par rapport à ce type de levée de fonds. Prelo.co, très très beau aussi, Prelo, puisque Prelo, ils ont fait un site en Webflow avec un premier élément, donc une première recherche. Et le but de Prelo.co, c'est d'acheter des résidences à plusieurs. Donc très très intéressant. Et en fait, le site Webflow va générer une recherche. Donc ça, c'est qui est cool, c'est que vous choisissez la maison et ça génère une URL et ça vous permet de rentrer directement dans l'application Bubble qui est assez similaire, mais qui vous permet d'avoir un système de recherche direct. Et donc, en fait, c'est un produit qui marche extrêmement bien. Le CTO, c'est un ancien de mec de Ideable, donc, qui est devenu Thinkso. Et c'est hyper cool donc, de voir ça. Et ils ont fait un exploit. Ils ont levé leur page statique sur Bubble, ont même fait leur page statique sur quoi. Effectivement, Arnaud, très intéressant, c'est que une des pages statiques, alors les premiers, Campsider, pour le coup, ils devaient forcément, parce qu'il y a de la recherche et des repeating groups. Cure, par contre, effectivement, a fait sa page statique sur Bubble et c'est pas forcément justifié. Donc, effectivement, à ce point-là, c'est assez rare. Mais bon, ça a le mérite d'exister, donc c'est assez intéressant à regarder. À côté de ça, on a aussi, donc dans Prelo, ils ont levé 1,75 million d'euros à peine 3 semaines après la sortie du produit. Et ça, c'est assez dingue. C'est-à-dire que les mecs, ils sortent le produit. Alors, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas des matchs avec des investisseurs avant. Mais les investisseurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? OK, on attend des preuves. Sors-nous des preuves de montrer que ça marche. Et ils sortent le produit. Le produit, il a coûté très, très peu cher parce qu'il a été fait, dans la part du temps, il a été fait en Webflow Bubble, donc c'était la technologie no-code. Et au final, on leur dit, voilà, nous, dès qu'il y a une preuve de vente, on achète. Et voilà, ils l'ont eu en moins de 3 semaines, donc ils ont levé des fonds. Et donc, c'est assez dingue. C'est assez dingue ce qu'ils en ont fait. Parce que 3 semaines, c'est hyper court quand même. Et on leur souhaite longue vie. OnTrain, donc Guillaume, si tu nous regardes, Guillaume, ils ont lancé OnTrain, ils ont fait 500 000 euros de CA, je crois, la première année. Donc, ils ont un front en WordPress, ils ont un back, un dashboard en Bubble. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que derrière, en fait, ils font de la formation professionnelle et le dashboard sert à faire la prise de rendez-vous, à faire les matchings avec les équipes, à faire aussi la signature des contrats. Bref, un vrai dashboard de gestion et ils lèvent 1 million pour être dans leur modèle. À la France, ils ont déjà levé. Tout ce que je vous prends, c'est qu'ils ont déjà levé. Et non, je ne vais pas le montrer le dernier, sinon je vous l'ai déjà dit, donc on s'en fout. Mais en tout cas, sachez qu'on peut lever de l'argent avec du Bubble. Les investisseurs, ce qu'ils regardent, c'est beaucoup plus le fait d'avoir un produit qui tourne et surtout ce que ça rapporte en termes de traction. Et donc, pour moi, ce n'est clairement pas un frein.
Voilà, je voulais juste finir avec ça. La prochaine fois, on parlera aussi des freelances. J'ai quelques histoires à vous raconter qui sont hyper intéressantes et surtout, ça prouve qu'on peut carrément vivre du no-code et aussi ce sera un peu le sujet qu'on verra avec notre invité de la semaine, qu'on reçoit, la créatrice de Become Bob et ça, on en parle après. Sur la suite des informations, qu'est-ce qui nous reste? On va pouvoir parler d'un petit use case que j'ai fait. Je vous mettrai bien sûr la documentation à chaque fois, vous le savez. J'ai fait un petit use case aussi qui peut vous intéresser. J'ai créé un système, alors ça m'a coûté vraiment genre 5 minutes de mon temps. J'ai fait un système de mini-application et en fait, c'est venu au départ d'une demande d'un potentiel aide de bootcamp qui m'a dit Thibaut, j'ai besoin de faire un système où je peux scanner des produits et je récupère les étiquettes des produits à travers leur code barre et je veux des informations spécifiques comme les ingrédients, leur nom, etc. Et je savais qu'il existe une application, enfin en tout cas une base de données ouverte qui s'appelle Open Food, me semble-t-il. Alors ça s'appelle comment? Voilà, Open Food Fact. Open Food Fact, c'est une API qui est totalement gratuite et vous avez la récupération de tous les produits. C'est hyper intéressant parce que non seulement il y a les Nutri-Score, il y a pas mal d'informations. Vous savez, Nutella, c'est E. C'est compliqué. Mais ce qui est hyper cool aussi, c'est que c'est une API qui est totalement gratuite, qui peut être utilisable et quelqu'un a fait un plugin sur Bubble. Il n'en fallait pas moins pour que je m'amuse un petit peu. Et le pain Harris, apparemment, a une note de A. Voilà. C'est une des applications utilisées par Yuka. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est quoi, Thibaut, chauffe-toi, voyons voir ce qu'on peut récupérer. Eh bien, en 3 minutes, j'ai fait une petite application que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je ne vous le montre pas à l'écran parce que ça n'aurait pas de sens. Tout simplement, je ne pourrais pas scanner grand-chose. Et j'ai pris un petit paquet de boudoir. Je vais vous le scanner en gros, hein. Rassurez-vous, je vais vous montrer comme ça. J'ai pris un petit paquet de boudoir. Je vous montre la petite preuve. Alors, je vais recharger l'application. Donc, pour vous montrer, en fait, mon système va automatiquement se connecter. C'est le système de code barre qui va lancer. Donc, ici, ça lance bien la photo. Et en fait, ici, j'ai mon input qui, du moment que je vais détecter un élément dans mon code barre, ça va détecter automatiquement le produit. Ça m'a renvoyé ce que prend l'API. Donc, je vais scanner en direct. Le problème, aujourd'hui, le seul truc de la détection, c'est qu'il fait un peu n'importe quoi. Voilà. Hop, je ne l'ai pas complètement. Bougez pas. Ah, putain. Juste en direct, ça déconne. Ça déconne. Voilà. Normalement, c'est en train de récupérer le produit, c'est en train de charger dans la base. Putain, mais juste à maintenant avec la porte fermée, ça charge mal. Voilà. Il a récupéré le code, il m'a récupéré le boudoir et surtout, il m'a récupéré tous les ingrédients. Je ne sais pas si vous voyez bien, tous les ingrédients. Ce qui est hyper intéressant, c'est que non seulement on peut faire pas mal de choses, puisqu'on peut récupérer beaucoup de paramètres. Je vous montre un tout petit peu juste le nombre de paramètres, c'est infernal. Parent Group Product One, voici tous les éléments que vous pouvez récupérer. On peut récupérer les nutritions en anglais, en français, les nutritions data, le Nutri-Score, le tag. On peut même récupérer, alors bizarrement, je pense que ce n'est pas forcément un truc valide, on peut récupérer aussi une date de péremption. Je ne sais pas pourquoi, en fait, ce truc-là. Ah, pardon, excusez-moi. Plus l'écran? Bougez pas. On peut récupérer, donc ça, finalement, c'est l'élément de récupération. On peut récupérer le Nutri-Score, les catégories, les stores. Alors, il faudrait vérifier, je n'ai pas tout vérifié. Les endroits où acheter, les ingrédients, les quantités, bref, vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres. Je pense qu'il y en a plus d'une cinquantaine. Et ce qui est aussi dingue, c'est qu'on peut faire de la recherche dans ces paramètres. Je pense qu'il y en a plus d'une centaine en fait. On peut récupérer les photos et tout. Et j'aimerais vous faire vraiment une mini application. Je pense que je vais faire un tuto parce que j'ai une femme allergique et je pense que ça peut être intéressant de faire un tuto où je récupère ces valeurs-là pour dire quand il y a des traces des allergènes présents. Et je pense que ça peut être rigolo de faire une mini app comme ça, totalement gratuite. Peut-être même la transformer en app avec 2 BDK, je pense que ça peut être très rigolo. Mais ce qui est cool, c'est qu'on se retrouve avec une petite application qu'on a fait pour soi et par soi. Et à mon avis, ça peut être très intéressant, des petits business comme ça. Alors, je ne parle pas de business forcément, mais pour moi, c'est un usage perso. Et en fait, ça a été fait en 5 minutes. Donc, le taux de rentabilité, il est quand même assez énorme, si ne serait-ce que je le fais vendre 1 euro, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ça. C'est un petit use case que j'ai trouvé extrêmement cool et je voulais vous le partager. Maintenant, on va aller du côté des templates, puisque vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous montrer, sachant qu'en plus de ça, bon, il y a le nouvel éditeur responsive, mais bon, on va en parler tout de suite. Alors,
aujourd'hui, je me suis décidé à regarder les templates et en ce moment, comme vous le savez, le moteur responsive, le nouveau moteur responsive est en train de tourner. Lève la main si toi tu galères. Je ne connais pas pour l'instant une personne qui est totalement à l'aise avec le moteur. On galère tous, donc ne vous mettez pas en stress de vous-même, vous ne vous y êtes pas mis. On est en bêta. C'est sûr que les gens qui commencent à la bêta auront de l'avance, mais aujourd'hui, à mon avis, c'est pas totalement stable et on peut se passer d'aller sur le nouveau lecteur. Par contre, il faut bien le dire, la vitesse de rendu est plus rapide en termes de performance que le moteur classique. Je vais vous faire la différence. Pour ça, je vais vous montrer un éditeur que j'ai remarqué dans les templates, Skillum. Skillum, jusqu'à présent, il a fait pas mal d'éléments visuels. Notamment, il a fait des templates et des landing pages et même des UI kits. Alors, les UI kits, pour ceux qui ne savent pas, les UI kits, c'est quoi? C'est un élément, ou enfin, c'est une page, un projet où vous pouvez copier les éléments et directement les ajouter sur votre application. Ça va récupérer des couleurs, ça va vous faire des systèmes avec les inputs, les groupes, les différents drop-downs, tout ce qui peut aller, même les checkbox, ça peut aller là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que tout simplement, bon, c'est pas très très cher, mais ça vous permet de gagner beaucoup de temps, notamment sur le développement. Là, je vous montre un peu un exemple. Vous voyez, on a les blocs, on a des boutons. C'est des vrais boutons, hein, c'est pas une image qui est rajoutée. Vous voyez, plutôt cool. Je pense même qu'il rajoute un peu de CSS à mon avis. On a les couleurs, la typographie, des composants. C'est hyper complet. En vrai, c'est hyper complet. Et si vous préférez, cette page, à mon avis, oh là là, le mec, en plus, il fait le dark mode. Qu'est-ce que j'aime ce dark mode, punaise. Donc ici, vous voyez, on a un affichage et je voulais vous montrer quelque chose. Alors, je ne suis pas dans les meilleures conditions de test, mais je sais que l'UIKit est sur l'ancien moteur responsive. Et ça a son importance. On va regarder en bureau. Non, Arnaud, les UIKits ne sont pas encore faits sur le nouveau moteur. Les UIKits sont faits sur l'ancien, en comparaison. Alors, je vais juste faire un truc parce que je pense que, ouais, Lightscore, j'ai un souci avec une base de données. Apparemment, je dois avoir, à mon avis, un plugin ici qui fait appel. Donc, je vais juste regarder ça en navigation privée. Voilà. Pour pouvoir vous montrer l'inspecteur. Donc, je lance l'inspecteur. C'est pas lent, hein. Attention, c'est pas lent. Ça appelle pas de données, par contre. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, par contre, pourquoi il ne se charge pas? Alors, est-ce que si je suis obligé de faire un patch speed? Je ne sais pas pourquoi le truc ne veut pas du tout se lancer. Ah, ça y est, ça y est. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas démarré. Excusez-moi. Donc, ça y est, enfin, il se lance, il vient de récupérer les informations, il me fait le test. Ah, bougez pas, je vais ouvrir la porte. Donc, ça, c'est le score qu'on obtient sur les anciens moteurs. Il n'y a pas de données dynamiques, il n'y a pas d'appel. Hein. Attention, j'ai pas d'appel. Bon, la page, si on regarde un petit peu, la page est un peu longue en soi, mais je veux dire, j'appelle pas de data. Au pire, tout au pire, je pourrais appeler quoi C'est même pas du Repeating Group que j'appelle. Non. Vous voyez, c'est vraiment un truc où c'est pas du tout d'appel de base de données. Donc, ce qui est le plus long, avec GeoSearch, j'en ai même pas. Esquilum a fait les nouvelles démos, notamment sur la partie landing page, et il s'est amusé à faire des landing pages, typiquement avec le full moteur responsive, le nouveau. Et ce qui est assez dingue, c'est que, mine de rien, c'est assez rapide. Alors là, il nous a fait une petite application avec des éléments qui chargent. On se les charger au fur et à mesure. Alors, faut apprécier. Hein. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui plaise à tout le monde. Je peux vous en montrer d'autres. Moi, j'aime bien celle-là, personnellement. Donc, pareil, je suis en partage d'écran, c'est pas dingue, etc. Il y a de l'appel de BDD. Hein, il y a de l'appel de BDD avec chargement, etc. Il y a des éléments, il y a de l'input. Bref, ce n'est pas que de l'image. Là, il n'y a pas une cartographie, mais bon, quand même, on est sur quelque chose d'assez poussé. Et si vous voulez, je vais faire la même chose, le même test qu'on vient de faire à l'instant avec justement Skillum, c'est-à-dire avec une application qui est, je pense, sur le nouveau moteur. Je vais juste vérifier un truc. Voilà. Bon. Je pense qu'on est vraiment sur le nouveau moteur, personnellement. Ne serait-ce qu'en termes de vitesse. Ça se trouve peut-être des conneries, mais il faudrait vérifier. Je vais lancer un rapport. Ah, il ne va pas le lancer.
Ouais, il est pas en train de charger, donc c'est hyper relou quand je suis pas en train de charger. Hop. Bougez pas. J'arrive pas à le faire charger, hein. Je sais pas pourquoi. Des fois, il me bloque le truc. Si vous avez l'information, je suis preneur. Pourquoi il veut pas lancer mon Lighthouse? Non, je sais pas pourquoi. Alors, je vais le tenter comme ça. On va voir si le Speed Insight le fonctionne mieux comme ça. Je peux pas vous dire. On le teste, hein. On est en réseau, c'est pas très grave. On n'est pas en Lighthouse, donc le test est légèrement tronqué. C'est pas grave. Bon, à part ça met 3 euros aussi, putain. Eh, c'est pas vrai, on n'aura pas eu de bol, hein. Je vous montre les autres en attendant pour le reste du test. Je le mets sur un écran à part. Allez, hop là, voilà. Et en attendant, je vous montre le reste. Donc, ce sont des landing pages, donc avec effectivement des endroits avec du scroll, donc avec des encres. Il en a créé quelques-unes qui sont hyper intéressantes. Et pour moi, là où Skillum est fort, c'est qu'il a fait des UI kits et il a fait des nouveaux systèmes avec justement ce nouvel éditeur. Et il prouve qu'aujourd'hui, avoir une landing page, avoir une page statique faite en Bubble n'est plus une initiative gênante. Voilà, donc là, bon, là j'ai du score dégueulasse, n'en tenez pas compte. Normalement, voilà, putain, il charge enfin. Normalement, en fait, moi, sans partage, alors en conditions normales de test, il faudrait que je fasse les comparaisons avec les deux et écrire un article dessus, on se retrouve à hauteur de 70%, ce qui, est, à mon avis, est un très très bon score pour des pages Bubble. Je rappelle qu'il y a quand même de l'appel de données. C'est quelque chose d'assez rare. Toute personne qui a une application Bubble, ça. Voilà, là, je suis en partage d'écran, je suis à 53%, normalement, je suis à 70%. On a quand même un écart de plus de 20 points. C'est énorme pour une application Bubble. Et je pense que ça vaut le coup vraiment qu'on s'y intéresse parce qu'on gagne en performance. Et ça, pour Bubble, vous savez à quel point c'est important. Donc, n'hésitez pas à vous tourner quand même vers ça. Donc, vous voyez, là, moi, je suis en décalage de temps. Je ne pensais pas aussi intéressant. Ah oui, mais oui, je suis en mobile aussi. Putain, je suis bête. J'ai fait qu'en mobile. Est-ce qu'on a bureau? Ah, 52, non, c'est ça. 52, c'est ça. Et en mobile, on est à 20. Et vous savez quoi, en mobile, moi, je dépasse pas 5 sur une application Bubble, hein. Donc, en mobile, c'est pas dégueulasse non plus, hein. En vrai, ça peut. Bon, attention, hein, ça peut, hein. Il y a quand même un truc de chargement qui est. Il y a des trucs qu'on peut pas changer. Mais franchement, c'est pas si dégueulasse. Honnêtement, c'est vraiment pas si dégueulasse. Bref, en tout cas, voilà. Je pense que c'est des choses intéressantes. On va voir de plus en plus d'applications changer, passer sur moteur responsive. Il faut voir qu'aujourd'hui, peu de systèmes ont fait le jeu, notamment au niveau des applications template, de se mettre au nouvel éditeur responsive. Pourquoi? Un, parce que c'est de la bêta. Deux, parce que tout simplement, faire un changement d'un modèle existant vers la bêta, c'est plus compliqué que de partir de zéro. J'ai eu la confirmation de pas mal de personnes. Aujourd'hui, si vous souhaitez convertir votre application, refaites des pages et refaites-les à neuf avec votre design de base. Ce sera beaucoup plus facile que de convertir quelque chose sur Bubble que vous avez tweaké, pardon, en contournant certaines règles, etc., plutôt que de le refaire de zéro. Ce sera beaucoup plus long. Donc voilà, je pense que la deuxième solution est plus intéressante. Aujourd'hui, c'était finalement les seuls templates que je voulais vous montrer parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti, hein, je vous l'ai dit, à cause du nouvel éditeur responsive. Ça reste compliqué, mais rassurez-vous, j'ai trouvé d'autres choses à vous montrer, notamment dans la partie plugin. Alors, plutôt que de vous montrer le énième plugin qui est sorti, j'ai décidé de vous faire un top 5 des plugins qui sont gratuits et qui sont, je pense, intéressants à regarder, surtout en ce moment. Alors, sachez que j'ai commencé des choses. Normalement, si vous êtes là, il y a certains que vous connaissez déjà. Mais il y en a quelques-uns que j'ai trouvé quand même vachement intéressants pour notre cas. Alors, premier plugin, c'est pas le plus démonstratif. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je vous ai pas fait la démonstration parce que je trouve que le démo live est très très précis. ZeroQuad a sorti un Air Database Diagram plugin. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet finalement en quelques clics de voir à quoi votre base de données ressemble. Je pense que ce n'est pas intéressant pour tous les types de projets. Par contre, du moment que vous avez une base de données qui commence un petit peu à grossir, c'est quelque chose qui devient très très rapidement très intéressant. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. En gros, il y a toute une somme d'instructions ici. Le but, c'est que vous ouvrez votre API au niveau de Bubble et vous permettez d'accéder à l'application. Et à mon avis, ce qui est très intéressant, ça va vous permettre d'avoir un affichage qui est sous forme. Alors, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas comment ils font. Alors, c'est une bibliothèque de rendu qui vous permet, par exemple, ici, si je mets View JPG, de générer une image avec tous mes blocs, avec tous mes éléments.
c'est-à-dire avec toutes mes catégories, tous mes champs en fait. Et c'est hyper intéressant parce que notamment, je peux voir les relations. Alors, les relations sont, à mon avis, pas forcément super bien expliquées. Parce que là, vous voyez, il y a un truc task qui correspond à task ici. Et on voit des relations texte qui correspondent avec invoice number, dépendant de test. Je pense que c'est une autre base qui s'appelle comme ça, vous voyez, qui partage des éléments. Ça veut dire qu'ils ont une base image ici qui s'appelle image. Ils ont une base delete. Ouais, truc supprimé. Ouais, invoice. Donc je pense qu'ils ont des éléments qui doivent se partager. Ouais, alors en vrai code, et pas qu'en vrai code, honnêtement, j'aurais tendance à dire que même quand tu fais évoluer ton application, il y a beaucoup de choses que tu oublies en fait. Et pour moi, ce genre de système est évident pour faire des évolutions parce que du coup, tu as tendance à te perdre facilement. Bon, dans la base auto, on a eu de trop de tables et je pense qu'avoir une visualisation de ce type-là est vraiment très intéressant. Par contre, voilà, j'ai juste pas un truc que j'ai pas compris, c'était ce côté-là, à mon avis. Invoice number, dépendant de test, je veux savoir comment la relation est faite, mais bon, entre-temps, c'est assez pratique à vérifier et c'est quelque chose qui, effectivement, en quelques étapes, vous permet quand même de savoir rapidement où vous en êtes dans votre application. Et donc, je pense que ça peut être intéressant pour toute personne. Il y a une application qui grossit bien. On passe au deuxième tutoriel. Alors, je me suis dit que c'était un peu le sujet qui est intéressant sur la partie slider. Il n'y a pas beaucoup de jolis sliders. J'en ai vu un en. Alors, d'habitude, on utilise Slider, qui est un truc hyper classique. Ce qui est pratique avec celui-là, c'est qu'il est plutôt joli, plutôt pratique à utiliser. Il ne ressemble pas à ce qu'on a de base et surtout, il est gratuit. Donc, Slider, vous savez, il n'y a pas les gros trucs sur les côtés avec le truc hyper chiant. Là, on a quelque chose d'assez propre, honnêtement. Ça s'adapte bien à pas mal de sites. Il y a différents systèmes avec des options, avec de la customisation. Alors, je ne vais pas aller dans l'éditeur forcément. Ici, on a. Ah bah écoutez, malgré moi, je suis allé dans la customisation, donc on va juste revenir sur la page classique. On a un système où il n'y a pas les flèches. On a un système avec un ascenseur en haut, et on a même des éléments avec la pagination. C'est assez simple, ça fonctionne très bien, et surtout, c'est gratuit. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore qui serait assez intéressant, que j'ai trouvé bien en ce moment? C'est Cropi. Donc, Cropi, c'est pour tous ceux qui se demandent, ça c'est une question qu'on m'a redemandé il n'y a pas très longtemps, comment on fait pour avoir un format où l'utilisateur peut changer sa photo? Et pas beaucoup de gens le savent, mais Cropi, c'est un plugin qui permet automatiquement d'utiliser la fonction crop et de pouvoir resizer des éléments, resizer des éléments directement. Alors, j'aimerais bien si vous avez un projet démo, sinon je vous montrerai le mien. Directement depuis votre application, en fait, ça vous donne un bloc complet. Et ce bloc-là, automatiquement, vous pouvez resizer peut resizer et centrer ce qui vous sert d'éditeur de photos, finalement, au niveau de votre utilisateur dans votre back-office. Alors, effectivement, je ne le vois pas ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une démo directement depuis Apoto. Alors, je vous rappelle, ce type de plugin est totalement gratuit. C'est hyper intéressant pour ceux qui ne veulent pas dépenser d'argent et qui peuvent le tester. Et ici, je vais vous montrer directement comme ça, en fait. L'accès bootcamp. Encore mieux. Alors, on a un tuto, on a des démos, mais je pense que le fait de vous le montrer directement depuis la partie avatar est plutôt cool. On utilise Cropi comme ça. Cropi, là, c'est Cropi. Ouais, donc là, c'est le truc de chargement. La seule chose qui est un peu chiante, alors je ne sais pas pourquoi il y a un bug là-dessus, mais qu'il n'affiche pas en bas. Mais en soi, voilà, c'est l'image de mon élément. D'accord? Et je peux poser mon élément. Ça, c'est automatique, hein, c'est juste un bloc. Je peux poser mon élément, le centrer, l'améliorer, mettre sur un côté, etc. Et j'aurai toujours une photo au centre. Bien sûr, je peux choisir les paramètres, mais c'est extrêmement pratique comme ça. Et en plus, c'est gratuit. Ça, c'était le plugin d'édition de photos qui est plutôt très très cool pour toutes les pages profil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a AirAlert. Alors, AirAlert, pour ceux qui ne connaissent pas, AirAlert, c'est hyper pratique. C'est un petit plugin qui permet de faire des alertes, mais de manière un peu visuelle. C'est quel site que j'ai vu récemment qui avait ça? C'est hyper bête en plus, punaise. Ça vous met une alerte en haut à droite quand vous faites une action. Je ne sais pas si quelqu'un a une application qui tourne là-dessus. Moi, je ne l'ai pas mis en option. Moi, je pourrais vous le montrer rapidement. Regardez, Air Alert. Je vous le mets sur mon projet que je vous ai montré tout à l'heure. Air Alert. Ici, plugin.
De toute façon, je vais vous montrer les 2 derniers en direct, comme ça sera beaucoup plus simple. Alors, partie plugin, Air Alert. La seule chose qui a pas changé chez Bubble, c'est quand même ce truc-là, hein. C'est-à-dire l'éditeur, là, le système de recherche de plugins qui est vraiment extrêmement lent, qui est vraiment très painful. Donc, le système de base vous propose plusieurs choses. Là, de base, ce qu'il faut dire, alors standard, ça fonctionne très très bien. Imaginez ici, je mets un bouton. Je clique dessus, ici. Voilà, standard. Ça vous permet de donner les éléments. Bravo, tu as bien appuyé. Vous paramétrez uniquement. Hop, voilà. Vous avez plusieurs types, ça peut être succès, warning, information. Top right, je peux le définir où c'est. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, est-ce qu'il faut forcément définir? Non, j'ai pas l'impression qu'il faille définir ça. Je pense que c'est un message qui est présent quand même malgré tout. Je vais voir ce que ça donne, on va regarder ensemble. Voilà. Ici, ça s'affiche. Et automatiquement, ça me fait une alerte et c'est plutôt quand même très très propre quand il y a un message d'erreur ou quoi. Et ça vous évite à chaque fois d'avoir à le refaire par vous-même. Vous avez une version aussi pop-up, mais qui est faite par BDK et qui est, je trouve, payante. En tout cas, Air Alert, je trouve ça extrêmement pratique. La dernière fois, je le cherchais et je me suis dit que ce serait intéressant pour vous. Maintenant, on va regarder le dernier plugin que je trouve hyper cool aussi, c'est le Date Generator. Alors, ceux qui sont passés en bootcamp le connaissent. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et je peux vous dire qu'on en a chié de ne pas en avoir avant. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. Alors, je vais vous montrer un petit peu sur une page qui n'est pas dans le nouveau format responsive. Voilà. On fait une page mobile, on s'en fout. Un petit test, voilà. Ici, je vais prendre un repeating group. Je vais le poser. Et on va dire que ce repeating group, j'ai envie que ça devienne un agenda ultra puissant d'Ad Generator. Ouais, effectivement, vous allez voir. Ici, je vais juste lancer un repeating group très très simple. Je vais juste faire un paramétrage où je vais faire 4 par 4. OK. Voilà, ici, on va le mettre en blanc pour vous montrer un petit peu l'effet. Donc, je change le style. Et ici, je vais caler un fond en blanc. OK. Et le border, voilà, c'est très bien ici. Voilà. Maintenant qu'on a ça, en fait, si je voulais faire un calendrier, il faudrait que je prenne un agenda calendrier, il faudrait que j'utilise des plugins calendrier. Et vous allez voir que je trouve toutes les façons de faire des plugins dans Bubble extrêmement compliquées quand vous allez sur des plugins, parce que c'est des plugins qui coûtent extrêmement cher. Rapidement, voilà, je vais mettre calendar. J'ai bien écrit, ouais, calendar. Full calendar, alors c'est le gratuit, moi je trouve pas très pratique. Calendar from Google, alors il faut des voir de zéro code, je ne l'ai pas testé encore, mais je le trouvais un peu compliqué au niveau des bases. Calendar Tool, etc. On en a certains qui sont intéressants. Je ne sais pas, je n'ai pas testé les autres. Honnêtement, je regarderai à mon avis s'il y a des mieux. Je ferai le test. Après, il y a des calendars, voilà, Calendar Guide Pro, 100 euros. Drag and Drop, 35 euros. 25 euros. 25, 19. Bref, plein de choses. Et à mon avis, c'est pas forcément toujours intéressant. Je pourrais vous faire un test. Je pense à un moment, je vais faire juste une review. Dites-le moi, ça vous intéresse, une review précise de certains types de plugins. Je sais qu'il y en a déjà deux dont on en a parlé. C'est la review des meilleurs plugins d'agenda. Je vois que Ragout m'en parle pas mal. Et aussi les reviews des meilleurs systèmes de PDF. Parce que depuis qu'ils ont mis leur état de Select PDF en version, on va dire, fixe et bloqué avec pas de nouvelle évolution, le truc ne marche plus. Ça ne marche plus vraiment. Et enfin, il y a aussi le plugin Tinder. Alors, le Tinder Swipe, pour l'instant, il y en a deux de remplacement. Ils ne sont pas foufou. Je n'ai pas été très satisfait. Je pourrais vous en montrer en attendant. Mais le Tinder Swipe, le Tinder Pile de Bubble, depuis qu'il a été arrêté, effectivement, ce n'est pas non plus la folie. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer un outil qui vous permet quand même de garder la main sur un agenda à créer. Tout simplement parce que si vous aviez envie de faire votre propre système d'agenda, je vous laisse même pas imaginer à quel point ce serait compliqué de pouvoir à chaque fois ajouter les dates un par un avec des option set ou autres. Bref, c'est un bordel sans nom. Heureusement, le date generator est là pour vous aider. Ici, en fait, du moment qu'on a le date generator, on va pouvoir utiliser cet élément-là, c'est-à-dire que c'est un tout petit élément
que vous allez placer juste dans votre page. Donc, c'est un petit élément HTML. Et en fait, c'est un élément qui va être appelé. Alors, attention, même s'il n'est pas visible dans votre affichage, c'est-à-dire que si je fais une preview, vous allez voir qu'il ne va pas du tout s'afficher. C'est quelque chose qui existe quand même. C'est-à-dire qu'au niveau du responsive, il y aura des éléments qui vont être décalés à cause de ça. Donc, faites très attention à ça quand vous l'utilisez. Et ici, exactement, Muriel, c'est celui de la marketplace. Ici, on va pouvoir l'utiliser. Donc, je vais directement faire un data source et je vais utiliser le date generator. Automatiquement, il va me dire ses exigences. Donc, en termes de date, on va pouvoir avoir justement un système de date, tout simplement, ici. Et je vais dire, par exemple, la date effectivement en question. De ce moment-là, ma donnée est chargée et je vais pouvoir l'afficher directement à ce niveau-là. Alors, bien entendu, ce qui est pratique, c'est que je pourrais formater ma donnée comme je le souhaite, puisque je vais pouvoir utiliser le current cell date. Et dans ces cas-là, je peux utiliser le formatted as, vous le connaissez. À ce moment-là, je peux carrément être, voilà, je vais juste laisser, bon, on s'en fout, on va les laisser en américain pour l'instant. Mais je peux choisir comme je le souhaite. On va voir ce que ça donne. Et par contre, la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute le current date and time pour récupérer bien l'élément du navigateur, la selected year, etc., le selected months. On peut effectivement aller choisir le current date and time mois. Je crois qu'on peut y aller jusque là. Est-ce que data type? Non, après, je pense que potentiellement on peut s'en foutre. Hein. Je me rappelle plus là vraiment. Cheat. Je pense qu'on n'en a pas forcément besoin. Ah punaise, si, punaise. Selected months, ça va être current. Je me rappelle plus, punaise. Ah bah attendez. Il est aussi con, c'est aussi con que ça? C'est le data type en fait qui oui. Ouais, non, pas besoin d'emmerder. Si j'avais besoin de le faire, effectivement, je pourrais choisir le mois en cours. Là, pour l'instant, il va juste récupérer effectivement novembre. Et donc, le problème, c'est que je ne vais pas être sur novembre, 25 novembre, je vais être sur novembre tout le mois. Donc, il va s'arrêter logiquement au 30 et ensuite, il va continuer en décembre. Donc là, vous avez la liste et il va le faire en général, il va s'arrêter à la fin de l'année. Là, par contre, la seule erreur que j'ai, il faudrait bien caler la date, c'est que je me suis calé en 2020. Je peux me caler, bien entendu, dans la currented de la current date and time year. Et après, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez avoir. En tout cas, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet de faire votre propre agenda. N'oubliez juste pas de le paramétrer. La seule chose qui est un tout petit peu pénible, c'est que effectivement, la paramétrage se fait toujours sur la valeur du dimanche, qui est une valeur qui n'est pas le lundi, comme on a chez nous. Et le calendrier commence déjà forcément un dimanche, mais il y a des moyens de triquer. Et bien entendu, on fera le tour pour de meilleurs agendas à l'avenir. J'espère vraiment vous faire une liste parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plugins d'agenda qui sont sortis. J'en ai fini avec ces 5 plugins. Vous allez voir, je vais vous mettre le lien directement de toute façon au niveau du partage ici. Vous connaissez le système. Je vous le partage directement dans les liens. Vous avez tous les liens avec tous les promos et les liens des différents agendas et des différents plugins. Et on passe directement à l'invité de la semaine. J'espère qu'Agathe, tu es prête. Il faut oui de la tête. Tu veux me faire oui de la tête si tu es prête. On est parti. Bonjour Agathe. Hello, bonjour. J'espère que tu vas bien. Agathe, alors, en face de toi, tu as pas mal de bubblers. Et pourquoi je t'ai invité? C'est pour deux raisons. C'est que déjà, de base, tu as lancé une entreprise sur Bubble, donc, dont la techno s'appuie sur Bubble. Et surtout, tu as participé à un des bootcamps et ce sera intéressant d'y revenir, mais il y a eu une grosse discussion à propos du développement. Donc ça, on pourra revenir dessus. Mais je te laisse te présenter en quelques lignes. Ok, donc bonjour à tous. Donc c'est Agathe Lecoq. Donc j'ai développé le projet. L'idée c'est une plateforme pour louer des espaces de bricolage. Donc qui s'appelle Become Bob. Become Bob en fait, donc ça fonctionne comme un Airbnb. Donc on va mettre en relation des personnes qui vont avoir un garage, un atelier, une cave, une vieille grange, un espace disponible et des gens qui vivent en appartement et qui n'ont pas la place de bricoler. Parce que quand on veut rénover un meuble, couper des planches dans son salon, on en met partout. Donc, il y a l'idée de pouvoir aller faire du coup cette pratique à côté. Donc, ça peut être pour le bricolage, ça peut être pour de la mécanique. Parce que voilà, pour ceux qui vivent en centre-ville, pour si vous aimez bien rénover des voitures, des motos, c'est déjà compliqué de se garer. Alors, en plus, commencer à vouloir faire de la mécanique dans la rue, c'est encore plus un problème. Donc, voilà, il y a vraiment cette idée d'aller louer un espace chez une autre personne. Comme aujourd'hui, on peut tout louer. Avec Airbnb, on loue des villas, on peut louer des camping-cars, des bateaux, même des piscines. Donc, on dit pourquoi pas du coup des garages et aller bricoler ou faire une autre activité en manuel à l'intérieur.
Donc, il y a l'idée de pouvoir proposer des lieux avec ou sans accompagnement, avec ou sans outils, intérieur, extérieur, donc en fonction de ce qu'on a besoin. Et donc, effectivement, la plateforme a été faite avec Bubble. Enfin, il y a indulgence sur le design, je ne suis pas designeuse à la base, donc j'ai essayé de m'inspirer un peu de ce qu'il y avait. On essaie d'améliorer au fur et à mesure, mais voilà. Cool. Avant, on va revenir un petit peu sur une histoire. Donc, on va faire le jeu un petit peu de ce que je fais avec beaucoup de personnes. C'est on va scruter le profil LinkedIn. Alors, bien entendu, ça ne vient pas de nulle part, hein. J'ai un petit peu regardé avant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ton profil, finalement, tu viens de quelque chose qui n'est pas du tout technique. Tu es plutôt du côté business et marketing. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton école et peut-être tes premiers boulots? Alors, ouais, moi, effectivement, j'étais pas du tout dans la tech, mais vraiment pas. J'ai fait une école de commerce, donc tout un parcours école de commerce, spécialité business développement et marketing. Premières expériences aussi, c'était dans le marketing, un peu événementiel, en commercial et tout ça. Et après, donc j'ai fait un petit temps à Paris. J'étais commerciale, bon, dans une agence, enfin, au début dans une agence web. Bon, je suis pas restée longtemps pour l'agence me plaisait pas. Donc là, j'ai un peu, vu un peu cet environnement, mais bon, j'étais pas, c'est pas pour ça que moi j'ai mis les mains dans la technique entre guillemets. Et puis après, je suis passée commerciale dans une régie publicitaire. Donc je vendais de la pub sur Internet. Donc effectivement, là encore, rien à voir avec ce que je fais actuellement. Donc gros changement, envie de reconversion au bout d'un moment. Il y a l'idée du projet qui est venue, quand voilà, je réfléchissais à vouloir. Il y avait plein d'idées en fait qui me plaisaient, mais je me suis dit bon, je vais aller réfléchir un peu. Pour ça, je vais acheter un van, je vais me balader sur les routes, lire, rencontrer des personnes, voir un peu ce qui peut me plaire, être intéressant. Et Ah, c'est en en mode voulant route, quoi. aménager. Ouais, en fait, je me suis dit, je pense que je vais réfléchir mieux en étant autre part que dans mon appartement de 25 mètres carrés derrière mon ordinateur. Je pense que voilà, du moment que je peux prendre mon ordi avec moi, je me branche où je veux, Ouais, digital je prends mes nomade un peu, c'est bouquins cette idée-là, et c'est quoi. ça. Ok. Et l'idée, en fait, est venue de là, c'est que, en achetant ce van où il y avait rien du tout à l'arrière, ok, c'était une boîte de conserve en gros, donc il Est-ce que faudrait c'était l'aménager, ce serait pas un mal. van Volkswagen, tu sais, un petit peu, putain, c'est le truc de mes rêves, tu sais, un petit minivan Volkswagen là. C'est un Volkswagen, Ah mais c'est putain, pas c'était les ça. anciens. C'est pas les Ah anciens, mais oui, c'est un d'accord. Volkswagen. C'est un truc qui fait rêver, ça. Putain, Un c'est Volkswagen. la culture, Un quoi. gros truc jaune. Là, c'est un gros truc jaune. Ceux qui sont vers Bordeaux, peut-être qu'un jour vous le verrez passer. Voilà, un gros van jaune écrit Become Bob dessus. Ah putain, c'est Et en devenu la fait, mascotte en fait. je l'ai bloqué un peu. Du coup, ça se balade, c'est sympa. Et puis ouais, c'est en voulant faire l'aménagement, je me suis dit, mais merde, en fait. Là, ok, j'ai les tutos, mais j'ai le van, mais j'ai pas la place. J'ai pas la place dans mon appart. Donc, l'idée est venue de là. Et puis après, donc, j'ai regardé comment faire. Je me suis dit, bon, allez, je me lance dans ce projet-là. Tout le monde me disait, ouais, faut que tu trouves voilà, il faut que tu sois avec un dev. Donc, il y a tout ce process de voir comment j'allais développer ce projet. Est-ce que je passais par un prestat? Est-ce que au début, le faire moi-même, j'avais pas du tout envisagé l'idée, en fait. Je pensais pas que ça pourrait être possible. On m'avait vite fait parler de nos codes, mais je pensais que ce serait pas suffisant pour faire des fonctionnalités comme en fait un Airbnb, c'est ce que je t'avais dit quand on s'était appelé. Ouais, Et alors puis ça, on non. pourra revenir sur cette anecdote, etc. Parce que je crois que j'ai mis un petit moment à te convaincre parce que tu n'étais pas sûr. En fait, tu avais trouvé un dev et avec qui tu étais en biz, enfin, on peut s'appeler en bisbee, mais c'est en gros, vous étiez promis des choses, etc. Il avait commencé à travailler. Et au final, c'est vrai que la problématique, et je t'avais un petit peu convaincu là-dessus, c'est que finalement, tu n'avais pas de maîtrise de ton produit. Et je crois que tu m'avais dit aussi les coûts du développement, effectivement. Les coûts d'un développeur, peut-être quand la boîte ne gagne pas encore d'argent, ça risque d'être un risque par rapport à la structure de la boîte, parce que prendre un salarié, enfin, je peux en témoigner, c'est extrêmement complexe au début, finalement, quand il n'y a pas trop de dans les dollars. Et en fait, finalement, toi, comment tu as fait du coup pour gérer par rapport à ce développeur? Déjà, comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce que tu as peut-être promis? Et comment tu as fait par la suite quand tu es passé en no-code finalement? Alors, développeur, on s'était rencontrés sur un site cofondateur.fr. C'est vrai que dans mon environnement, je connaissais pas beaucoup de devs, de devs en tout cas qui étaient dispo et qui avaient envie de partir dans un projet entrepreneurial. Donc, je l'ai rencontré sur ce site-là. Donc, on s'est rencontrés à Bordeaux. Au début, on a échangé par message, on s'est appelé pour voir si ça pouvait fitter. Après, on s'est vu plusieurs fois. On a pas mal échangé sur ce que c'était pour l'un et l'autre, la création d'entreprise. On s'est dit qu'on avait commencé à travailler ensemble au départ sans avoir rien signé, juste sur un site vitrine pour voir si on arrivait à s'entendre, si la communication était assez fluide. Donc là, ça allait, on s'entendait bien, même, on s'entend toujours bien, hein, j'ai rien à lui reprocher. Et après, donc au moment, donc on s'est dit, bon, allez, là, on va lancer par contre le développement de la plateforme avec les fonctionnalités un peu plus poussées.
Et ça mettait un peu de temps. Après lui, c'est normal, c'est qu'il avait un boulot de freelance à côté à plein temps. Il pouvait pas lâcher tout complètement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir droit au Pôle emploi, donc je pouvais être à plein temps. Lui, non. Et donc, je pense ce qui a pêché un peu, c'est que j'ai l'impression peut-être que ça allait mettre un peu de temps parce que forcément, il avait un boulot à côté. Et on n'était peut-être pas d'accord sur la suite parce que s'il venait à plein temps, forcément, il fallait un salaire. Il faut qu'il ait un gain, oui, effectivement. Et c'était pas un petit salaire. Mais après, il y avait aussi une question de part. On avait échangé pour qu'il puisse avoir des parts dans la boîte, mais je pense qu'on n'était pas forcément d'accord sur ces parts, s'il venait avec un salaire. Et donc, il y avait toutes ces questions, en fait, au niveau association. Et du coup, c'est ce qui m'avait fait hésiter de faire la formation auto. Parce que je me disais, bah merde, ça va faire un peu doublon, en fait, parce qu'il a commencé à travailler sur le site. On va se retrouver avec 2 sites. C'est un peu con. Au final, et puis en fait, voilà, je me dis, bon, est-ce que ça va avancer au rythme? J'avais peur qu'on soit complètement en retard dans les délais. Moi, avec mon chômage qui allait finir pas longtemps après, je me suis dit, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, effectivement, voilà, on a passé pas mal de temps au téléphone avec Thibaut qui m'a dit, mais non, ça peut être pas intéressant pour toi. Comme ça, effectivement, j'aurais un peu la main dessus, ne serait-ce que de comprendre un peu plus les enjeux, comme c'était pas du tout mon univers à la base. Et je me rappelle, c'est qu'au début, donc à un moment, j'avais dit oui. Après, j'ai dit oh non. Oui. Et je t'ai rappelé au dernier moment en disant, Oui. En fait, tu m'as dit, ouais, c'est ça, effectivement. Je t'ai rappelé au dernier moment. Je me suis dit non, je pense qu'il faut que je le fasse. Voilà. Tu trouves qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une bonne question parce que là, j'en ai de moins en moins d'hésitations de ce type-là. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui que dans ton environnement direct, peut-être par rapport à ton incubateur ou autre, que ces startups ont toujours un petit peu cette peur-là de la technique qui ne serait pas suffisante, du no-code qui serait peut-être pas suffisant pour leur produit, ou tu penses qu'aujourd'hui, finalement, les gens commencent à l'accepter? Parce que j'ai du mal à me rendre compte, je suis toujours dedans, donc j'ai du mal à me rendre compte à quel moment c'est devenu quelque chose où c'est moins perçu comme un gadget et plus comme quelque chose où on peut faire effectivement du produit avec, quoi. Je pense que maintenant, ça a changé. Mais effectivement, souvent, les gens se disaient, c'est bien pour peut-être une version de base, mais autant dans ce cas-là partir sur un vrai truc. Sur un vrai, voilà, sur un projet plus élaboré. Oui, bah après, bon, si t'as la thune, pourquoi pas, hein. Oui. T'as dépensé je sais pas combien, si tu sais que l'idée marche, vas-y. Mais ça change quand même. Il y en a de plus en plus qui disent, ça existe, ah bah ça peut être intéressant, tiens. Après, c'est qu'il y en a qui n'ont pas forcément le temps de se former, donc ils continuent à faire par d'autres. Donc c'est pour ça que les formats après boulot de sont intéressants, mais ça a évolué. Mais c'est vrai que je pense il y a quelques mois, moi j'ai l'impression que c'est pas du tout Ça a beaucoup bougé, ouais. comme J'ai ça, l'impression hein. que ça bouge Ouais. très vite Ouais. et surtout, ouais, il y a eu, bon, je pense les 100 millions qui ont évolué. Il y a eu aussi des boîtes qui ont commencé à donner un petit peu l'exemple et ce qui est cool aussi, c'est que donc dans la formation ayant sorti, du coup, tu m'avais dit: «Oui, il y a le chômage qui va s'arrêter» et cetera et dès la fin de la formation, tu t'es rapidement lancé en tant que freelance. Ouais, bah, c'était bon parce que voilà, mon chômage c'est fini, donc là, un peu Le besoin financier, non la mais raison normal. la raison, il y a un moment, voilà, faut bien pouvoir payer son loyer et bouffer, donc et ouais, donc en fait, je m'étais mis un peu avant la fin pour anticiper et voir si justement ça allait prendre ou pas, ou si bon, bah, tant pis, il faut que je retrouve autre chose. Et en fait, non, ça a réagi assez vite. J'étais assez surprise pour dire parce que après je me suis pas mis très cher parce que, bah, forcément j'étais très junior donc Tu t'es mis mais combien pour certaines, à peu près? je crois que j'ai commencé à 260. J'ai regardé les autres et je me suis calée un Ouais. peu en dessous parce que je me suis mais et puis, bah, après il y avait il y a des missions où quand on me contacte, ça je suis pas capable. Moi, ce qui justifie le prix aussi et puis, mais les missions que j'ai fait, la première c'était sur, du responsive parce que là les gens disent: «Ah ça y est, Oh, tu refaire waouh. tout le responsive». Mais ça va, même si OK, on s'était arraché les cheveux, c'est la partie où, au début ça hérisse le poil quand on quand on s'y met la première fois. Mais à la fin, je commençais à kiffer faire du responsive. Ah Donc punaise! limite, ça va donc la mission, m'a pas dérangée, c'est que c'était quelque chose que, bah, j'aimais bien. Je dis: «Bah, allez, bon c'est la première et non, il y en a eu plusieurs, là j'ai pas été, donc voilà, ça tombe là, je suis sur un autre projet qui prend pas mal de temps aussi, donc ça fait 1 ou 2 mois que je suis dessus, donc c'est assez cool. Mais donc ça permet, ouais, de garder une flexibilité pour travailler sur le projet et je pense que c'est quelque chose auquel j'avais un peu en tête. Je t'avais posé la question en disant: «Est-ce que c'est possible de faire un peu de freelance après?» parce que je me suis dit: «Bah, tiens, ça peut peut-être être une porte de pas de sortie, mais parce que voilà, ça reste en même temps de Non mais projet, mais un moyen pour faire un peu d'argent à côté en gardant la flexibilité et puis, bah, effectivement, c'est ce que ça fait. Donc bah, c'est vraiment cool.
Quand tu C'est finis ton vraiment chômage, cool, de donc toute façon, c'est une obligation à un moment de trouver une source financière ah et bah, ce qui est ouais. pratique, c'est que, bah, du coup, grâce à ça, tu as non seulement eu des compétences pour le faire, mais que le fait de faire du freelance augmente tes compétences en Bubble et Mmh, donc te permet d'aller plus vite et mieux sur ton projet. c'est Donc clair. c'est hyper intéressant. Du coup, tu as fait projet, plus freelance en même temps, en termes de construction? Ouais, ouais, après tu sais qu'il y a eu après le bootcamp, donc là, il y a eu pas mal de temps, bah, à être que sur mon projet. Parce que le bootcamp que j'avais fait, c'était quand? C'était Quand février, entre je crois. ouais, c'était suite février, Février-mars? Ouais. effectivement. J'avais fini fin février, donc après, donc j'ai travaillé, bah, sur, le site. Il y a eu de l'aide d'ailleurs de pas mal de personnes, du bootcamp, notamment Thierry, qui vraiment, ouais, a vraiment été au top. Bah, Thierry, il a aidé beaucoup de gens Ah sur ouais, non le mais Discord, c'est impressionnant. magique, magique. Franchement, d'une patience et j'ai appris énormément et puis même de c'est vrai que les gens réagissent, super bien. Je me rappelle, alors moi, il y avait un bug, je crois que c'était sur le calendrier ou je sais plus et il y avait mais 10 personnes qui étaient dans le salon, dans le Ah salon mais dev du c'est, coup c'est cool sur d'avoir Discord. Tout le monde essaie: «Mais comment ça se fait? Ça marche pas, ça discutait pendant c'est le des heures». défi, c'est le C'est défi. ouais, c'est clair, faut trouver d'où ça vient. Donc non, vraiment, super intéressant, c'est vraiment cool. Donc là, j'ai eu plusieurs mois tranquilles pour travailler que sur mon projet. Et puis après, j'ai commencé freelance à faire une petite mission. Première, c'était vers le mois de mai. Et puis après, vraiment, j'en ai refait vers le mois de. C'était plus vers juillet, juillet-août, comme voilà, comme mon chômage s'est arrêté fin juillet. Donc c'était plus là que j'ai commencé à dire bon, voilà, faut mettre un peu plus de jours que quand même pour avoir assez. Mais non, ça OK. vraiment pratique. Et du coup, ouais, donc un projet en Bubble, du coup du freelancing Bubble à côté. Est-ce que tu utilises des Ouais. compétences business du coup dans ce côté freelance ou tu es vraiment pure développeuse? Je pense que ça en fait, en tout cas, je sais que ça a pu m'aider à avoir certaines, quand j'ai passé les entretiens avec, ceux qui avaient des projets, ils me disaient qu'en général, mon profil leur plaisait bien parce qu'ils me disaient: «Ouais, tu as ce côté un peu hybride avec un côté un peu en commercial où tu peux voir aussi plus la finalité et le besoin client aussi», parce que toi, tu as fait aussi ton site un peu de A à Z. Donc il y a ce côté où on me dit pas voilà, c'est pas juste tiens, il y a ça, 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 il y a un peu un côté des fois un peu aussi gestion de Tu projet, as une voir avec le vision client produit ce qu'il aussi veut du coup? ajouter. Ouais, c'est ça, plus aussi en produit et je pense que c'est ce qui plaît de pouvoir être, force de proposition sur tiens, il y a ça en fonctionnalité, il y a ça en fonctionnalité qui peuvent être ajoutées et ils se disent: «Bah ouais, bah OK, bah très bien, vas-y, fais». Donc ouais, alors pourtant c'est pas non plus des métiers sur lesquels j'étais avant, mais mais ce côté, je pense peut-être de voir un peu plus les besoins du client côté commercial, je pense que ça aide. Ça a aidé aussi. Donc Ah voilà, petit mais mix. Bon, je m'attendais pas de si genre il y a 2 ans quand j'ai quitté mon taf, on m'a dit: «Tu feras du développement». «Ah oui? Ah bah tu feras tu vraiment, deviendras si, si, développeuse. développeuse, Voilà et c'est pour de ça». ah mais c'est ça qui est dingue et en plus, tu fais ça, tu leads ton projet de front, donc tu es passé récemment sur France 3. Il y a eu quelque chose qui est en train de bouger. Aujourd'hui, c'est quelque chose où en fait, est-ce que le freelance, c'est une porte de secours pour le fait de manger? Du moment que ton projet marchera, tu vas faire effectivement que ton projet ou c'est quelque chose que tu vas conserver parce que c'est une main dans le business où tu peux quand même, faire d'autres projets, peut-être continuer à te former? C'est des choses que tu pourrais pas faire uniquement sur ton projet, quoi. Ouais, c'est ça. La question, c'est un peu Heu, comme dit Arnaud, c'est 50-50 ton temps ou tu es plutôt effectivement, sur, 80-20, comment ça se passe? en fait, ça dépend des mois et des deadlines des clients aussi parce que s'ils disent: «Bah là, en fait, le projet c'est ça et il faut que, ce soit fini à telle date», donc là, je me dis: «Ah ouais, donc en fait, ça va». J'ai un peu moins de temps pour mon projet, mais je me dis: «Bon, pendant qu'il y a une mission et que ça fait de l'argent, «j'engrange» entre guillemets et le mois prochain, je suis tranquille, je suis 100 sur mon projet». Donc j'essaye si je peux de faire 50-50, mais après des fois les missions freelance prennent aussi ça peut prendre plus de temps que prévu. Là, j'avoue que les derniers mois, j'ai plus passé de temps en freelance que sur mon projet, mais je me dis que ça me libère du temps peut-être pour le mois prochain ou le début d'année où au moins je serai tranquille. Je dis: «OK, c'est bon, j'ai ça de côté en argent qui me permet de tenir, Tu te 2 sécurises. mois, 2 mois et demi». Je suis moins stressée aussi par ce côté financier en disant: «Hey, comment je fais le mois prochain?» Donc c'est un peu ouais, c'est au moins 50-50, ça c'est clair. C'est au moins ça, mais après ça dépend Ouais. du timing, quoi. Donc tu Mais l'utilises aujourd'hui pour te sécuriser principalement ouais, et non, c'est hyper intéressant. Je pense que de plus en plus, on aura de nouvelles vagues d'entrepreneurs freelance. C'est assez intéressant. Aujourd'hui, toi,
Du coup, sur ces missions de freelance, comment tu vois le marché évoluer au niveau des missions? Est-ce que c'est quelque chose où les utilisateurs viennent directement à toi? Est-ce que tu passes par Malte? Est-ce que c'est tout par Malte? Est-ce que tu en as en dehors de ça? Comment finalement tu trouves tes clients en fait? Je suis passée par Malte au début, parce que je pense qu'effectivement, c'est quand même une bonne plateforme qui est bien connue, parce que au départ, je savais pas comment. Déjà au début, je voulais pas mettre freelance directement sur mon profil LinkedIn tant que j'avais pas eu au moins une ou deux missions. Sinon, je me disais que c'est Mmh. pas forcément très légitime aussi. Donc une fois que voilà que les deux premières missions s'étaient bien passées, je me suis dit bon bah allez go. Et donc je suis passée par Malte au début, c'est comme ça que j'ai eu les premières missions. Et là maintenant, ça peut être aussi par Malte et c'est par aussi LinkedIn. Mais j'ai très peu eu à faire de démarchage de mon côté. Il y en a, c'est marrant, c'est qu'il y avait une personne qui au départ sur laquelle du coup, je suis sur ce projet actuellement, qui au départ m'avait contacté pour me proposer un de ses services en fait par rapport au projet que je développe. Et en fait, après, il a dit ah bah attends, mais en fait tu fais du no-code, bah, on recherche on recherche un profil de no-code, donc la liaison avait été assez marrante. Un peu les deux en fait, un peu les deux. Mais j'étais quand même assez étonnée enfin ouais, il y a quand même énormément de personnes qui recherchent des gens qui savent faire du Bubble quoi. C'est assez impressionnant. J'ai changé C'est carrément assez le titre. impressionnant. J'ai changé carrément le titre de l'émission. J'ai appelé ça Rencontre avec Agathe, entrepreneur et freelance. Parce qu'il fallait que je le mette, parce que genre, fois, c'est hyper. Non, mais c'est hyper cool parce que déjà, conserver un équilibre, c'est chaud, mais ça se fait. Et ça se fait parce que c'est du développement et du freelance sur d'autres thématiques comme du consulting, c'est pas toujours facile. Là, le fait d'être sur des développements Bubble, ça permet, ça améliore ton projet en fait, naturellement, ça améliore tes compétences et donc ton produit. Et au final, si tu avais des conseils, donc on reviendra sur Become Up juste après, hein, mais c'est juste, je finalise ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent qui ont ces envies-là aussi de freelance. Et tu l'as dit, la légitimité, c'est compliqué. Quand on n'a pas d'expérience, quand on n'a pas de mission, bah, comment on chope son premier client? Et aussi, quelques conseils finalement, c'est quand tu es toute seule, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui se lance seul et qui est nouveau freelance pour le coup, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Sur du Bah, Bubble, hein, sur des trucs développement ouais, Bubble. sur Bubble, euh, pas au début surestimer peut-être ses capacités parce qu'on a peut-être tendance à dire ça c'est bon, ok, je vais pouvoir le faire. Au niveau du timing, je trouve que c'est toujours dur et bon, d'après ce que des gens me disent, non, pas que sur du Bubble, ils ont enfin, c'est toujours un peu galère de chiffrer le temps en fait pour un projet, le nombre de jours. Mais voilà, pas surestimer ses capacités, mais pas non plus sous-estimer et puis dire allez bah quand même bon, bah j'essaye quoi. Enfin voilà, autant se mettre sur mal. Au pire, il n'y aura pas de demande, mais on va essayer quand même. C'est voilà, faut pas, même si ça fait peur de dire je suis pas légitime. En fait, si, bah, par rapport il y a plein de personnes là qui contactent et c'est pour des missions qui sont pas très compliquées sur Bubble, mais c'est que les gens ont pas le temps de faire la formation parce qu'il y a plein d'autres choses à faire sur leur projet. Et mais j'ai pas 3 semaines là en fait, même ou des soirées, j'ai pas le temps. Ils essayent de se former avec des vidéos, mais avec des vidéos, c'est pas T'as suffisant pas le, t'as parce pas le temps que complet, ouais. voilà, il manque pas mal de choses. C'est vrai que enfin, souvent tu disais bah, déjà, les vidéos, c'est pour vraiment acquérir un niveau où tu vas prendre beaucoup plus de temps. Donc, au final, bah, autant faire la formation dans ce cas-là. Oui, c'est ça, Et du tiens. coup, en fait, ça va être en fait, c'est qu'il y a plein de gens qui ont besoin de petites missions, comme voilà, comme au départ sur de responsive. Et ça a permis de faire rentrer quand même un peu d'argent. Ça peut être de faire juste un formulaire, mais qui reprend les données au fur et à mesure. Donc, des choses on sait maîtriser à la fin, en tout cas, du bootcamp où, bon, il y a des automatismes sont peut-être pas directement là, mais ça revient assez vite. Après, s'entraîner à côté aussi, parce que le fait d'avoir été sur le projet, d'avoir eu Thierry aussi qui m'a, Eh je oui. pense, appris beaucoup, ça m'a aidé aussi à progresser, puisque directement, c'est vrai que juste après le bootcamp, c'est un peu frais. Là, je me serais pas sentie à l'aise, mais après, je me sentais plus confortable de le faire. Donc, continuer à s'entraîner en sortant des bootcamps à fond. Et puis après, ouais, faut pas avoir ce syndrome de l'imposteur en disant c'est bon, je peux y aller quand même. Vas-y, j'en profite parce que je viens de me prendre Ragout vient de me faire un petit pic. Effectivement, ce problème de certification, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à estimer son niveau. Et pour ça, nous, on est en train de lancer Certifio. Alors, vu qu'on lève des fonds, on est en train de faire beaucoup de changements et Certifio en fait partie. Et je vous rassure, on a parlé de Certifio Emmanuel et on voulait justement faire valoriser Certifio. En fait, le système est complet, il est déjà fini, il nous manque juste les questions et c'est toujours en cours. Malheureusement, j'espère vous faire une démo. Honnêtement, si on fait une démo, on fera une démo filmée d'ici, je pense, décembre. Je monte à Amsterdam, de toute façon, pour aller voir Victor, etc., pour pouvoir avancer au maximum. Mais ce problème-là aussi, c'est que, en fait, c'est dur de savoir où vous en êtes. C'est dur de savoir
comment vous comparez par rapport à d'autres développeurs Bubble et surtout, en fait, très souvent, quand tu ignores, tu as tendance à t'aller sur des missions où il y a un flou parce que tu dis: «Bon, bah, c'est possible», ou alors tu ne le fais rien parce que tu penses que tu seras toujours mis en difficulté. Mais de l'autre côté, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Je suis tombé sur des missions qui étaient faites de manière extraordinaire par des développeurs, qui étaient, finalement, qui avaient moins d'1 an de pratique, comme des personnes qui ont 2 ans de pratique et qui sont pas bonnes. Parce que les bonnes pratiques sont pas présentes, parce qu'il y a plein de choses qui finalement sont, heu très spécifique à l'apprentissage que tu as eu, aux réflexes que tu as eu. Il y a des choses qui sont peut-être mal acquises et qui peuvent être compliquées. Moi, j'ai mis 1 an à te comprendre les custom state parce que je les avais pas l'usage. Enfin non, 6 mois à comprendre les custom state et 1 an à comprendre les back-end. J'avais pas du tout compris comment ça marchait. Mais voilà, et si j'avais pas eu d'éléments, ça aurait été encore plus compliqué. Mais par contre, effectivement, une fois qu'on a ça, c'est beaucoup plus facile de comparer. Mais Bubble ne vous aide pas forcément à savoir quels sont vos manques. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a pas d'endroit où on vous dit: «Bah, là, tu es bon, là, tu es pas bon». Tu sais, tu as pas de truc officiel, quand ça Ouais, marche pas. ouais, c'est Ouais, galère pour ça. donc C'est pas c'est dur de se repérer. C'est vrai que ça, c'est un point. c'est ça le gros problème, c'est que même si tu avais en fait, ça dépend qu'est-ce que tu audites. Nous, la problématique, c'est ça, c'est qu'on a une partie théorique où on se dit: «Il y a des questions», mais la question, ça audite pas la pratique et les réflexes que tu as. Donc tu es obligé d'avoir une partie pratique où, sur des conditions bien spécifiques, tu sais faire ou tu sais pas faire, mais tu sais concevoir. Et la conception, et ça, c'est une discussion qu'on a avec certains devs, être dev, 70 c'est de la conception, c'est de la préconception. C'est-à-dire que tu vas concevoir les bons niveaux, la base de données, et cetera, bah, là, à haut niveau, c'est un peu pareil. C'est comment tu construis des bons systèmes. Je reprends ce que tu dis, Tony. Pour faire freelance ou travailler en agence, il n'est pas préférable de faire une formation en UX, UI plutôt que faire une formation no code? Pour tra Non. Ça, bah, après, ça Maîtriser l'UI et dépend sur l'UX? quel truc en freelance, Ouais, parce c'est que ça. ça va pas être les mêmes missions. Les missions vont pas être les Là, mêmes, donc pour bien être clair, Tony, on parle de développement mobile, c'est-à-dire de développement no code, c'est-à-dire de développement applicatif, de création d'applications. Pas uniquement de design et du design, c'est des maquettes qui sont juste créées. On parle vraiment de ap développement applicatif. après, si tu as UX, UI et des no-code, là, du coup, Ah c'est oui, vrai que là les là, ça 2 fait effectivement, ça c'est clair. Mais de ça fait plus en quelque plus chose. de designers d'ailleurs nous demandent, de faire je pense qu'il y a des métiers qui arrivent, qui c'est qui m'en parlait? J'ai plus le nom des gens. On parlait de nouvelles dominantes sur justement des designers qui savaient faire du Bubble et qui deviennent du coup un peu plus produits et qui sont recherchés pour cette double compétence, c'est-à-dire, bah, faire des produits qui sont rapidement testables et qui sont plutôt très jolis. Et on arrive sur, des doubles casquettes, marketing développement, design développement, et je commence à y voir un peu les trucs qui sont en train de sortir un peu de l'ordinaire, mais que les entreprises ont besoin. Il y a un vrai besoin du marché. Et donc, je dirais pas product builder, Tony, je dirais parce que product builder, ça répond à d'autres conditions. À mon avis, il y a un peu de PM dedans, alors que là, le design, je parle pas forcément de PM, parce que dans le PM, tu as du côté growth et product builder. Voilà, je regarde le programme de Milan, c'est pas exactement comme ça que je l'imagine, donc je sais pas si les noms sont bons. De toute façon, aujourd'hui, quand tu regardes les noms des missions qu'il y a sur Welcome to Jungles, on n'est pas vraiment sur des noms avec bien nommés, quoi. On a MVP, on a No Code Engineer, je l'ai vu. On a des trucs, des pas de sens, tu vois, chef de projet no code, enfin bref, plein de choses. Je reviens à Become Bob, parce que pour moi, c'était important aussi d'être là-dessus. Aujourd'hui, Become Bob, ça en est où? En termes de tests, en termes de clients, comment ça se passe? Alors, le site est lancé. Wouhou, ça y est, ça y est. Voilà, ça, c'est un bon soulagement. Donc, le site est lancé, opérationnel, donc les réservations sont possibles. Il y a des loueurs qui se sont inscrits et c'est assez chouette, c'est que c'est des gens qui en fait étaient inscrits il y a un petit moment quand on avait fait un site vitrine pour voir si le concept pouvait attirer avant de se lancer complètement dans la création de la plateforme. Donc à ce moment-là, il y avait à peu près 300 inscrits, bon, sans faire beaucoup de com sur quelques jours, Ah ouais, bravo quand même avec déjà. 60, ouais, il y avait à peu près 60 lieux et le reste dans des gens qui recherchaient un lieu partout en France, même à des endroits où je ne sais pas du tout, c'était donc c'est cool, c'est pas que dans les grosses villes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à les attirer, en fait, tous ces loueurs. Il y en a, c'est pas énorme. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui ont converti. Il y a peut-être une petite peur, enfin une petite peur. Certaines personnes attendent peut-être qu'il y ait des crash tests entre guillemets qui fassent les premières locks, voir ok, ça se passe bien, c'est bon, je peux lancer mon truc aussi. Je pense pour pas mal de personnes, ça peut être ça aussi. Mais je voyais qu'il y avait la question là, comment j'avais trouvé les premiers clients de est-ce que c'est voilà l'utilisateur, est-ce que c'est
faut trouver les bricoleurs ou trouver les loueurs. Effectivement, c'est ça, c'est que c'est un peu le jeu de l'œuf ou de la poule. C'était beaucoup sur les groupes Facebook de bricolage. Je me suis inscrite dans tous les groupes de bricolage possibles et inimaginables. J'ai que ça sur mon feed maintenant, j'ai que des trucs d'aménagement. Des groupes de vannes aussi, vu que l'idée était partie de là. Et donc, c'est à ça, des personnes qui sont inscrites. Mais c'est vrai que il y avait une partie où je me disais, il faut que j'arrive à focaliser les premières acquisitions sur des loueurs. Parce que bon, si t'as pas de loueurs, les bricoleurs, pour eux, ça va être assez décevant de faire une recherche et qu'il y a rien. Mais en même temps, c'est compliqué de réussir à cibler exactement les deux. Ils sont dans les groupes de bricolage, il va y avoir des gens qui bricolent et des gens qui Ah peuvent ouais, mais louer. c'est double cible Euh, automatiquement, quoi. c'est ça, double cible. Après, ça peut se différencier aussi. Mais trouver les loueurs, c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas de database de loueurs de garage en France. Mais Donc, faut voir quelle Ragout te communication demande un adopter. petit. Ragout te dit, ouais, est-ce que les lieux, au lieu de déjà pro, parce qu'il y a un tiers-lieu, mon atelier en ville, apparemment, qui. Ouais. Ouais, ça, en fait, il y a mon atelier en ville, là, du coup, je crois qu'ils sont à Paris. Il y a l'Establicienne, à Bordeaux, il y a la Planche. En fait, il y en a plusieurs dans les villes, mais pas beaucoup non plus. On regarde du nombre d'habitants qu'il y a dans les Ah villes, en oui, fait. ok. Et ces lieux, ils sont très bien. L'idée, c'est pas de les court-circuiter, c'est de pouvoir les référencer aussi sur la plateforme. Je pense plus tard, parce qu'eux, il va sûrement leur falloir un système de réservation plus complet, plus à l'heure, parce que là, sur le site, c'est réservable à la demi-journée ou à la journée. Je pense, eux, là, ce qu'ils proposent, c'est des locations à l'heure, à la demi-journée, à la journée. Et ces lieux, ils sont top. Au départ, ils étaient assez chers. C'est un peu pour ça que je m'étais dit, Ouais. ils remplissent pas tout, en fait. Ça peut pas aller à tout le monde parce que c'était vite 70 € la journée, 80 € la journée. Donc, le bricolage devient un peu un sport de luxe à ce niveau-là. Alors Ouais. que l'idée de bricoler pour souvent des personnes, c'est faire des économies. Donc, c'est un peu là, est-ce qu'il n'y a pas moyen plutôt d'aller chez une personne, mais bon, de pouvoir référencer sur la plateforme, ça peut être ces lieux-là, ça peut être aussi des associations qui, genre le mercredi, Sympa, proposent, sympa. eux, c'est le créneau du mercredi. Super internet. Donc, du coup, voilà. Il y a aussi un truc intéressant, mais c'est dans les tiers-lieux comme ça, c'est qu'ils te mettent à disposition le matériel. Alors que toi, dans ton Ouais, espace, le but, c'est que toi, tu arrives avec tes outils. il y a les deux, en fait. Il y a les Il deux, y a ouais. les deux. Mais par contre, c'est sûr que dans ces ateliers-là, il y a plus de matériel, je pense, pro. Il y a plus Mm. de petits outils aussi à côté. Si tiens, tu manques de vis, tu manques de trucs, tu peux acheter, je crois, la quincaillerie sur place, du bois sur place. Vraiment, c'est super bien fait leur truc. Mm. C'est vraiment voilà, il n'y a pas du tout idée de les squeezer. C'est au contraire, Non, limite non. de pousser les gens à bricoler et qu'après ils aillent aussi dans ces types-là. Je trouve ça vraiment super. Mais c'est ça, Mais c'est ce qui donne envie, c'est ouais, ça. Et sur aussi, c'est ouais. Et d'avoir après, des. c'est ça peut correspondre à certains besoins, mais pas à tous. Par exemple, bon, après, Mm. sans pour revenir au truc du van, mais c'est vrai que là, à Bordeaux, il y a pas mal de personnes qui veulent rechercher, qui veulent construire et aménager un van. Et c'est impossible dans ce genre de lieu, parce que tu peux pas mettre forcément ton véhicule devant, tu peux pas, faire tes mesures Mm. et tout, aller couper, réessayer. Il y a pas mal pour certains projets, c'est pas possible. Et dans les lieux, en fait, l'idée, c'est que les loueurs peuvent proposer des lieux avec ou sans outils. Pour l'instant, ceux qui sont référencés, c'est quasiment tous avec outils. Donc, Ah, ok. non, ils mettent les outils à disposition. Et il y a une assurance en plus. C'est ça qui a été aussi un point qui n'intervient pas encore sur les outils. Ça, ce sera dans un second temps. Mais si jamais, sans faire exprès avec une planche, hop, tu pètes la vitre du garage. Du coup, C'est bon. derrière, tu as assurance bris de glace, incendie, vol aussi. Ah oui, d'accord. Donc le truc est bien complet. Et aujourd'hui, au final, tu as des plus premiers clients utilisateurs payants? Comment Pas ça se encore, passe? pas encore. Ok. Pas encore. Après, c'est que voilà, depuis que le site est sorti, le timing a été un peu, j'ai eu un peu moins de temps pour m'en occuper parce que il y a une mission freelance qui est arrivée, puis il me fallait de l'argent aussi à ce moment-là. Donc j'ai un peu moins le temps là de pousser le projet. Donc C'est sorti quand? là maintenant c'est sorti, c'était quand? On est quand? On est mi-novembre là, c'était Ouais. à peu près c'était au mi-octobre, un truc comme ça. Ah oui, donc Octobre? c'est tout Ah jeune. ouais. Ok, Ouais, non, ouais, non, ça mais va, ça, voilà. Donc ça ça fait va. Non, octobre, non, je me posais la question, c'est c'était un peu plus sorti en tôt. Donc octobre, non, je non. crois. Ok. Ça fait Oui, un donc mois et demi, donc. il y a de quoi faire, ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu communiques dessus de manière officielle sur les réseaux? Est-ce que tu as un endroit où on peut suivre les actualités? Ouais, il y a la page Instagram, le LinkedIn, le Facebook. Faut que je reposte un petit peu, j'avoue, ça manque un petit peu de temps. Mais donc oui, donc c'est possible de suivre en tout cas l'évolution sur ces différents réseaux.
Et voilà, donc là, effectivement, bah, là, les prochaines étapes, c'est de faire plus de communication. Donc là, effectivement, c'était assez cool, c'est qu'il y a eu un petit passage sur France 3 qui était le thème de l'émission, c'était Tous se louent. Donc il y avait d'autres plateformes qui étaient là aussi, dont une plateforme pour louer des articles de sport. Et donc, ouais, j'étais invitée en plateau pour parler de ce que faisait Bicomob et témoigner un peu des usages de l'économie, de la fonctionnalité, comme ils appellent ça. Et Ah puis, oui, le fameux van. espérant que ça. Voilà. Ah oui, d'accord, tu l'as aménagé. Ah ouais, oh, putain, mais t'avais Il y des a tout compétences dedans. en bricolage? Non, j'étais une T'as vraie tout merde, appris? pour être honnête. Non, j'étais une vraie merde. Ah, je la retiens celle-là. Non, parce que je suis aussi une vraie merde. Ah ouais, et t'as fait ça? Enfin, c'est toi, c'est ton rendu? Voilà, voilà, il est comme ça maintenant. Ah Ah ouais. Mais ouais. en fait, en fait, l'idée derrière aussi Bicomob, c'est de faire passer le message que on peut tous bricoler. Si moi j'ai réussi à le faire, clairement tout le monde peut y arriver. Ah, Et ça me il faut juste fait être, ouais. en fait, il faut être motivé. Il y a tous les tutos, franchement, sur Internet, avec toute inspiration qu'il y a sur Pinterest et tout. Il y a tout ce qu'il faut. Oh C'est putain, le c'est boulot. ultra satisfaisant. Ouais, voilà, au début, ça ressemblait à ça. Les murs étaient pourris. Donc, ça a été faire toute l'isolation, toute la construction. Et là, chaque fois que je l'ouvre, je le vois, je suis trop fière, en fait. Je me dis, hey, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est trop cool. Et du coup, ça a donné, voilà, ça a donné lieu après à l'aventure, quoi. Il est parti de là, Non, mais c'est dingue, le c'est résultat dingue. final est dingue. C'est assez chouette, il est cool. Ah C'est gentil. ouais. Merci. Combien de temps t'as mis pour faire, Alors, j'ai travaillé j'avais fait quoi? J'avais fait un bon 3 semaines, un mois. C'était en 2019. Oui, si, 2019, juin 2000, mi-juin, mi-juillet 2019. Là, j'avais fait à peu près, ouais, 3 semaines, mais assez intense. Ouais, je faisais du 8h, 21h dessus à putain. la fin avec les lumières et tout. Et puis après, pendant le confinement numéro 1, du coup, là, j'ai eu un peu de temps aussi pour rebricoler. Parce que voilà, c'est le projet. En fait, j'étais pas sur ce projet-là à ce moment-là. C'est Ouais. là que l'idée a regermé, en fait, parce que je me suis dit, les gens, en fait, ont aussi retrouvé ce côté en confinement d'avoir du temps et de refaire des Oui. activités en manuel et de se dire, tiens, en fait, c'est sympa. C'est cool de cuisiner soi-même, c'est cool de peindre, c'est cool de faire soi-même et j'étais super fière et tout. Et puis, en fait, en face de chez mes parents, là où j'étais revenue pour le confinement et pour pouvoir bricoler un peu, je voyais que il y a des gens, enfin, il y a 2 bars, en fait, d'immeubles et je me dis, ah, mais eux, en fait, confinement, pas confinement, en fait, en temps normal, ils peuvent pas faire ce que je suis en train de faire là, en fait. Mmh. Ils ont des surfaces un peu plus restreintes, mais bon, comme le cas dans, au final, tout le monde en centre-ville, hein, Marseille, je pense que les apparts sont, voilà, il y a pas énormément de place dans les rues. Donc en fait, tiens, il y a peut-être un truc à faire, c'est de là que c'est parti. Putain, Du coup, voilà, c'est avec ce gros van jaune. ah non, mais hyper cool. Non, mais c'est très, très représentatif parce que c'est clair que je pense que, oui, il y a ce vrai problème-là. Après, ce qu'il faut sur lequel je pense ça va être un gros défi pour toi, c'est de donner ces habitudes-là. Parce que très souvent, c'est de savoir que ça existe et de se donner les moyens de le mettre en place. Alors que je pense que ça peut être une très bonne initiative, mais tu sais, c'est tellement quelque chose qui est difficile à prendre en compte quand on ne sait pas, qu'on a plus Ouais, tendance à se dire: «Ça n'existe pas», que ouais, c'est rechercher ça. et parce que ça porte pas de nom, tu vois? C'est louer une place pour bricoler. Tu sais, ça c'est tu sais, il faut trouver un nom, en fait. Le concept est effectivement assez nouveau, en fait, de se dire, tiens, parce que quand on vit en appart, c'est vrai que tu te dis pas, je peux bricoler. À Ouais, part, c'est ça. souvent, c'est ceux qui ont déjà eu l'occasion de bricoler, qui soit ont l'occasion d'apprendre à bricoler quand ils étaient chez leurs parents ou les week-ends quand ils rentrent voilà, chez les parents, chez les grands-parents, qui ont eu l'occasion du coup de bricoler avant, qui disent tiens, moi j'aime bien ça, et arrivé en appart, ils disent hey, je suis frustrée, je peux pas le faire. Mais quand tu n'as jamais eu l'occasion de le faire en appart ou un projet, tu te poses pas effectivement la question vient pas. Donc il y a cette idée voilà de pouvoir promouvoir avec des événements autour du bricolage, de dire enfin que les gens peut-être entre potes se disent tiens samedi tiens on va se faire un barbecue et on bricole puis on bricole l'après-midi. Toi tu as besoin de retaper un meuble, moi il faut que je fasse un meuble une table à langer sur mesure parce que ça rentre pas entre ça dans la chambre pour le gamin qui va arriver. Donc allez hop, on se fait un après-midi bricolage entre potes, entre filles, en famille, et c'est voilà de pouvoir remettre ça quoi et puis Ah, enlever j'aime le bien. temps comme ça évite le côté d'aller toujours chez Ikea aller acheter du neuf qui tient pas forcément très 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 Mais longtemps c'est et ce que encore Ikea commence à changer sa communication. Ils essayent de pousser les gens à rénover, à réparer, à redonner une vie à leurs meubles aussi parce qu'ils savent qu'ils sont voilà que ce qu'ils font c'est pas très niveau environnemental c'est quand même pas très c'est pas trop ah, ça mais je pense que tu peux et même t'appuyer carrément là-dessus, en fait.
Ouais, Ah ouais, je veux pas griller le c'est côté, ouais, rentrons dans les idées, là, c'est pas le but. Il y a Arnaud qui demande pourquoi Become Bob le nom? Bob, bah, ouais, voilà, Bob Ah le putain, bricoleur. bien Effectivement, c'est Muriel ça, a c'est ça. trouvé, effectivement. Effectivement, voilà, c'est en fait, je voulais un petit nom au début un peu, j'avais pas envie d'un nom, il y avait Brico à l'intérieur, très, très Frenchy, on va dire et en fait, au début, je voulais juste bob.com, un peu à la Uber, tous les enfin, toutes ces Otto, hein, tous plateformes, les prénoms, là, des prénoms de, Alan, hein. voilà, tous des trucs des trucs un petit peu courts et tout qui se retiennent bien. Bob était déjà pris malheureusement, un truc en plus en Corée qui a enfin, vraiment rien à voir. Aucun Et rapport, du OK. coup, voilà, aucun rapport. Et puis je me suis, en tournant un peu autour, donc Become Bob, il y a le côté, ce qu'il prononce B-E, à la langue, du coup en Oui, en anglais et plus, comme en en français, plus. ça fait soit que comme Bob, et le côté Become, il y a le côté apprentissage aussi, en fait, on va dire, que je trouvais intéressant. Enfin, que là, en étant voilà, posée avec Ah, mon ça petit marche papier, mes bien, ouais. crayons, jeter mes idées, et puis en fait, c'est ça que j'ai retenu. Cool. Donc, ouais, ça j'aime bien. Voilà. Dernière question. Je voulais savoir, effectivement, alors ça c'est une question, on essaie de se briefer avant et on essaie de se pas se prendre les pieds dans le tapis, mais on voulait se poser la question de les femmes par rapport au no-code, enfin en tout cas et par rapport à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent dans le développement. On voit beaucoup de freelance. On a des questions beaucoup sur le développement Bubble, notamment justement, qui permet d'être plus inclusif pour les femmes. Quel est ton sentiment finalement pour le côté plus de femmes dans la tech, plus de femmes dans l'entrepreneuriat, qui aujourd'hui reste quand même minoritaire? Ouais, ça commence à changer, c'est une bonne chose. Après, c'est pas, voilà, ce qu'on disait, que c'est pas du tout, je pense, des questions de compétences, que les femmes sont pas faites pour être dev ou autre. C'est plus comme quand on est au lycée et tout, et qu'on, dans l'orientation, c'est qu'on oriente vite, fille, fille, c'est du marketing et de la communication, ou même, enfin, c'est souvent ça. C'est vrai que, enfin, en école de commerce, là où il y a le plus de nanas, c'était les classes de marketing. Enfin, souvent, des écoles ingénieurs, je pense que les filles qui ont pu en faire une, elles se rappellent, enfin, je pense qu'elles sont pas nombreuses. J'ai une pote qui a fait une école ingé, et j'étais un ovni, j'étais toute seule regardez comme ça, j'étais toute seule dans mon école, donc c'est des choses qui, de base, on n'est pas poussé à aller vers ces métiers-là, donc ce qui fait, bah, maintenant, ça se ressent. Et puis, on se dit pas qu'on va faire une reconversion complète dans ce domaine-là, parce que ça reste des milieux encore très masculins, donc, ouais, il y a toujours un peu des barrières qui après se lèvent. Et après, au niveau entrepreneuriat, c'est peut-être, ouais, parce que c'est clair que on est bien minoritaire, c'est quand même encore entre guillemets c'est pas des milieux d'hommes, mais au Bah niveau si, si, on peut, enfin, bah, ouais, bah, si. en tout cas, c'est effectivement beaucoup plus d'hommes qu'on voit à la tête d'entreprise. Dans les levées de fonds, c'est quasiment que enfin, c'est beaucoup, en tout cas, des entreprises qui sont dirigées par les femmes. Je crois que les pourcentages d'entreprises qui lèvent des fonds avec des femmes, du coup, à la tête de l'entreprise, je crois que c'est 6%, un truc Non, comme mais ça. ouais, on est sur un Et chiffre ridicule et c'est très, complètement très bas, très, déséquilibré. très bas. Oui. Parce que quand tu vas t'adresser, bah, à des fonds d'investissement, en général, c'est des mecs à l'intérieur. Et du coup, bah, forcément, ils vont plus tendance à aller vers des profils qui leur ressemblent. Ou nous, je pense qu'on a aussi ces problématiques de peut-être c'est une nana, il y a un moment, elle va pondre un gamin, donc elle va pas être dispo, elle pourra plus être à fond sur son truc. Warning. Je pense que c'est peut-être un peu ce qui peut arriver dans l'entrepreneuriat, qui peut arriver aussi. Alors, j'ai Faut un voir quoi. chiffre, 600 startups tech qui ont levé des fonds, seuls 11% avaient une femme à leur tête. Ça a augmenté déjà, par contre. Et ça a augmenté parce qu'il y C'est avait déjà mieux. effectivement ce chiffre, et pourtant ce chiffre a augmenté de 84% entre 2015 et 2016. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on était plus proche des 6%. Et là, on est sur une stat, ouais, je crois que c'est 2020, ouais. Donc c'est quelque chose qui évolue quand même, mais oh, putain, on part de loin. On part très très C'est loin. très loin. Ouais. C'est assez compliqué. Et il y Après, a, au il y a même niveau, des écarts ouais. de prix, hein. C'est 3,5 millions d'euros pour les hommes en moyenne. Bah, c'est 1,8 million pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a même le ticket moyen est décalé. Mm. Lui aussi, tu vois. Ouais, Faut pas se décourager. Faut pas se décourager. Voilà. non, mais On va rattraper ça. On va faire remonter ça. non, mais c'est fou. C'est fou. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a pas mal de fonds, je crois, d'investissement qui, du coup, maintenant commencent à se battre un peu pour plus d'égalité à ce niveau-là. C'est une bonne chose. Mais c'est vrai Non, que, mais et ouais, c'est ça, c'est aussi au niveau du formatage. Là, je vois ça, c'est complètement, ouais, c'est ça, c'est eux qui se battent beaucoup pour faire changer un peu ça. Et je pense, ouais, c'est beaucoup, on est formaté,
les mecs à la tech, en finance et au commercial, et puis sur les métiers du coup, plus business, et les filles sur la communication, du marketing et événementiel. Clairement, c'est un peu comme ça qu'on nous a fait comprendre. Et comment tu penses que le no-code peut apporter quelque chose, justement, peut apporter plus d'inclusion dans ce monde-là? Des reconversions plus faciles, peut-être aussi, de permettre de mettre un pied sans se dire. Parce que c'est vrai qu'au début, ça fait quand même peur de se dire ouais, je vais aller faire peut-être à une école, enfin voilà, une formation de dev de 3 mois. Déjà de 1, est-ce que ça va me plaire ou pas? Est-ce que je vais bien aimer en fait est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais comprendre aussi ça? C'est quand même, enfin, c'est beaucoup de temps. Et là, de se dire, bah, je vais partir dans du no-code. L'apprentissage est plus rapide. Je vais voir si ça me plaît. Si ça me plaît, pourquoi pas vraiment me former après sur d'autres outils ou juste continuer dedans aussi en no-code. Et bien, ça permet une bonne accessibilité. Enfin, c'est bien plus accessible. Ça fait un peu moins peur, entre guillemets, et pour arriver à un bon résultat. Donc, au final, je sais pas si Que je du suis très positif. claire. Non, mais Ouais, voilà. il y a Manuel aussi qui rajoute quelque chose en disant, effectivement, il faut commencer dès le plus jeune âge, parce qu'il faut casser un peu ces barrières, des préjugés sur la technique, le côté logique, mathématique, le côté Ouais. aussi. En fait, c'est pas tellement que. Ouais, tout à l'heure, je disais, oui, si on dit que c'est plus accessible pour les femmes, ça veut dire que les femmes ne sont pas bonnes sur la technique. Non, c'est surtout de dire que on a tendance à vraiment segmenter très, très tôt, de dire que les femmes sont plus appliquées sur les matières un peu littéraires, sur les matières plus marketing, alors que les hommes, c'est plus mathématique, c'est plus scientifique, c'est Ouais. plus carré. Et alors que pas du tout. Et c'est ça qui est d'autant plus vrai, c'est qu'on joue beaucoup plus sur des confiances et des capacités à développer des compétences qui se basent sur la confiance en soi, en fait, sur ces domaines-là. Et aujourd'hui, c'est ça qui est difficile, c'est de combattre un peu ces préjugés-là en disant, on peut y aller et c'est quelque chose où même, nous, on pose un truc, c'est pas de prérequis, parce que justement, on veut pas se retrouver dans le cas où il y a un prérequis qui est plutôt, qui est plutôt issu de l'école plutôt un préjugé qui est plutôt issu de l'école plutôt qu'un vrai frein à l'apprentissage technique. C'est ça qu'il faut voir. Merci beaucoup, Agathe. Il est quasiment 15h30. Je voulais justement finir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'était très, très cool. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. Tu fais partie de la communauté des bubbleurs maintenant, on en profite. Hein. Et en tout cas, pour les autres, n'hésitez pas. Donc, l'émission sera disponible aussi sur le YouTube d'Auto, donc sur le Twitch pendant 2 semaines et sur le YouTube d'Auto par la suite. Il y aura les liens du Notion. Je vous le remets juste ici quand vous en avez besoin. Si vous cherchez, donc je remets le profil d'Agathe, comme ça vous pouvez la retrouver. N'hésitez pas à les suivre sur le réseau. N'hésitez pas à envoyer des messages s'il y en a qui ont des questions, n'importe quoi aussi. N'hésitez pas. Voilà, vous pouvez retrouver. De toute façon, vous pouvez retrouver Agathe sur Discord, sur Agathe Lecoq, directement sur le Discord d'Auto. Donc, si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez le faire directement. Je vous renvoie le Notion avec les liens dont on a parlé pendant l'émission. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une démo. Salut! Salut!